C'est ce qui va arriver à Michel, jeune résistant communiste de 17 ans, qui milite aux côtés de sa mère. Maman qui avait une belle écriture, elle faisait 5 des films. On en faisait une vingtaine, 25 vous pouvez faire. On faisait 25, et puis le soir, moi, je partais dans le 18e, et puis je distribuais mes petits arts dans les boîtes aux lettres. Et on appelait le peuple français à lutter contre le fascisme et contre le terrorisme. C'était la bagarre pour libérer la France. Michel l'ignore, et son réseau a été dénoncé. Un ouvrier du Bourget, un certain Albert Bonnet, se faisant passer pour sympathisant communiste, a signalé son groupe à la police. Après des mois de surveillance, les renseignements généraux lancent une vaste opération. Ils sont arrivés à 10h du matin. Paf, boum, 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 tapé à toutes les portes. Ils ont réveillé le quartier. Alors du coup, je me suis retrouvé en tôle. Je me suis trouvé arrêté par la police française. Et ma mère avec. Et après, hop, ils nous ont embarqués. On avait été donnés. La police française a pris le temps de démanteler tout le réseau. Un seul délateur est à l'origine de ce vaste coup de filet. Michel est arrêté avec 53 autres camarades. 10 d'entre eux seront déportés. Après plusieurs mois d'incarcération, Michel parvient à s'évader et reprend l'action clandestine. Recherché, il reste vulnérable à la moindre dénonciation. Une fois qu'on retrouve la rue, on n'a plus rien. On n'a plus de père, on n'a plus de mère, plus de maison, plus de nom. Et le combat continuait. Et il devait être gagné. La machine infernale de la délation tourne à plein régime. Mais pour le gouvernement du maréchal Pétain, il y a là un problème politique grave. L'excès de dénonciation calomnieuse, de règlement de compte, crée un profond malaise dans la société. Dès novembre 1941, un porte-parole du maréchal Pétain déclare qu'il faut par tous les moyens possibles mettre un terme à cette campagne de délation qui crée une atmosphère insupportable de suspicion. Mais il est trop tard. À force d'inciter à la délation comme aucun pouvoir ne l'avait fait avant eux, les hommes de Vichy ont créé un climat de plus en plus délétère. L'arme de la délation échappe toujours au pouvoir qui la suscite. Berthe Auroy, une institutrice à la retraite, note dans ses carnets intimes: on n'ose plus parler, même entre amis. Que de malheureux ont été victimes de dénonciations, parfois même d'une simple indiscrétion ou d'une imprudence de langage. Les plus bavards, les plus étourdis, les plus imprudents ont maintenant la bouche cousue. Et que se font à la muette. Épelle le corbeau! C'est faux! C'est ignoble! La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée! Ce n'est pas vrai! Je n'ai pas toujours tenu entre les mains! Qu'est-ce que vous dites? Vous osez m'accuser? Vous avez tenu la couronne! C'est vous qui avez mis la lettre! Moi? C'est le cinéaste Henri-Georges Clouzot qui va le mieux dépeindre quelques mois plus tard ce poison de la dénonciation à l'œuvre dans la société française. Le Corbeau raconte l'histoire d'une petite ville de province, minée par les lettres et les révélations d'un auteur anonyme et pervers. Métaphore cruelle d'une société face à ses propres démons. Le film rencontrera un succès populaire et déclenchera un vif scandale. Chassez au courrier de midi une lettre anonyme, une lettre ignoble. Que le Corbeau m'a fourni de singulières précisions sur votre manière d'administrer. Répétez ce que vous venez de dire. Répétez-le. Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Vous êtes atteints comme les autres. L'année 1942 voit la France s'enfoncer toujours plus dans la collaboration et Roméo et Juliette de vivre le deuxième acte de leur drame. Depuis le départ de sa famille en zone libre, Annette Zellman est toujours à Paris avec Jean. Mais ceux qui l'ont dénoncé ont visé juste.
Le chef de la section des affaires juives de la Gestapo, le représentant d'Adolf Eichmann en France, Theodor Dannecker, a décidé de s'occuper personnellement du cas Zellman. L'officier nazi s'adresse au nouveau commissaire général aux questions juives, Darquier de Pellepoix. J'ai ordonné, comme mesure préventive, l'arrestation de la juive Zellman et son internement dans le camp de la caserne des Tourelles. À l'heure actuelle, les juifs s'efforcent d'entrer dans des milieux non juifs, parce qu'ils croient pouvoir obtenir un traitement plus clément. Annette est arrêtée à son domicile par des policiers français. Son fiancé, Jean Josion, ne sait comment la sauver. Jean nous dit qu'elle a été arrêtée par la police française, elle a été mise en prison. Donc il faudrait prendre une avocate pour la défendre. Ce que nous faisons, nous prenons une avocate qui s'appelle Juliette Goublet et elle nous explique par lettre ou par téléphone, je ne me souviens pas des détails, elle nous explique, je vais la défendre. Et elle me dit, mais ça fait tant. Alors on envoie de l'argent. Juliette Goublet est une avocate célèbre, qui partage les mêmes mondanités que la famille Josion, et qui passe pour être bien introduite auprès des autorités allemandes. Pour Jean, elle est la personne idéale pour l'aider à sauver Annette. Mais comme si le destin s'acharnait sur Annette, Maître Goublet joue en réalité un double jeu que la famille Zellman et Jean sont loin d'imaginer. L'avocate est une fervente collaborationniste. En mars 1941, elle a tenté de dénoncer à la Gestapo une cousine du général de Gaulle, Madeleine Schmitt. Un an plus tard, elle se portera même volontaire dans un don de soi très médiatisé pour travailler en Allemagne comme apprentie métallurgiste. Ma sœur a été déjà arrêtée par les Allemands, mis à Drancy et déjà déportée quand Juliette Goublet continuait à nous dire « mais je m'occupe très très bien de l'affaire ». Annette est déportée le 22 juin 1942. Elle fait partie du 3e convoi de déportés juifs de France. Pour la première fois, sur ordre express de Theodor Dannecker, des femmes font partie d'un convoi à destination d'Auschwitz. Jean ignore toujours où se trouve Annette. Il est désemparé. Au café de Flore, Simone de Beauvoir observe Jean et sa douleur. Dans son livre La force de l'âge, il se souvient d'Annette, qu'elle surnomme la Tchèque blonde. La Tchèque blonde qui vivait avec Josion, disparue. Josion et ses amis continuèrent à venir au Flore et à s'asseoir aux mêmes places. Ils parlaient entre eux avec une agitation un peu hagarde. Aucun signe n'indiquait sur la banquette rouge le gouffre qui s'était creusé à côté. C'est là ce qui me semblait le plus intolérable dans l'absence, qu'elle ne fût exactement rien. Cependant, les images de la Tchèque blonde ne s'effacèrent pas de ma mémoire. Elles en signifiaient des milliers d'autres. Jean Josion se lance à sa recherche. Fin de l'acte 2 de cette tragédie. Moins d'un mois après la déportation d'Annette, Paris est le théâtre de la rafle de juifs la plus importante, exécutée durant toute l'occupation, la rafle du Veldiv. L'opération programmée pour les 16 et 17 juillet 1942 a pour objectif l'arrestation de 22 000 juifs. Sarah est arrêtée avec sa mère. Quand on demandait aux policiers qu'est-ce qu'on va faire de nous, ils nous disaient on va vous envoyer travailler en Allemagne. Alors ma mère disait bon, les enfants iront à l'école pendant que les parents travailleront, ils se retrouveront le soir. Et tout d'un coup, vers 5 heures de l'après-midi, on a vu arriver des fauteuils d'handicapés avec dedans des paralysés, des amputés et des brancards avec des moribonds. On voyait que les gens allaient mourir. Ma mère dit là, on nous a menti, il se prépare quelque chose de très mauvais, on ne peut pas employer ces gens-là à travailler. Elle était toujours très lucide, ma mère, elle savait toujours ce qu'il fallait penser ou faire
Elle était vraiment formidable. Et elle dit, non, on ne peut pas rester là, il faut qu'on se sauve. Et quand je t'aurais vu te sauver la première, je me sauverai après. Et finalement, j'ai réussi à me glisser derrière un policier qui me dit, qu'est-ce que vous voulez, vous? J'ai dit, je suis pas juif, je suis venu voir quelqu'un. Alors il me dit, foutez-moi le camp, vous reviendrez demain. Comme Sarah et sa mère, près de 10 000 juifs parviennent à passer entre les mailles du filet. Autant d'enfants, de familles désormais dans la clandestinité, en situation précaire, mal cachée, des proies faciles pour les délateurs. Dès le lendemain de la rafle, les services de police enregistrent une arrivée massive de lettres de délation. Quelle est donc l'être interlope descendant du juif errant qui erra trop en Europe et qui doit foutre le camp? C'est Liopin, c'est toujours le seul Liopin. Les programmes de radio s'adaptent à l'ère du temps. Sur les ondes de Radio Paris, dirigées par la propagande allemande, entre une émission de cuisine, l'horoscope et une pièce radiophonique, des programmes dédiés à la délation antisémite sont diffusés. Qu'est un être immonde? Vous répondez sans retard. C'est... La France a failli périr de la juiverie. Mais le danger est-il définitivement écarté? C'est à vous de répondre. Si vous avez été, si vous êtes encore les dupes ou les victimes des juifs, écrivez-nous et nous ferons le plus large écho à vos plaintes, pour peu qu'elles soient justifiées. Aidez-nous dans notre tâche. Votre témoignage vous sera précieux. Les lettres doivent porter l'adresse suivante: Émission Les Juifs contre la France, 116 Champs-Élysées, Paris 8e. Pour arrêter ces milliers de familles, d'individus qui se cachent dans les caves et les soupentes parisiennes, il faut un bras armé, une police aux attributions exceptionnelles. À l'automne 1942, au 36 quai des Orfèvres, un service spécial surnommé la Brigade des Juifs est créé à la demande de la Gestapo. Non seulement cette brigade traite l'ensemble des délations de juifs reçues par la préfecture de police, mais en plus, les Allemands lui transmettent tous les 15 jours une liste synthétique des noms et adresses des juifs dénoncés à leur service. Les SS se déchargent de la sale besogne sur les policiers français. À eux d'arrêter les juifs. Jacques est l'un des inspecteurs de cette brigade. Fraîchement embauché, son chef l'initie à ses méthodes de travail. Tous les 15 jours, nous allions rue des Saussets chercher la liste de dénonciation pour arrêter des juifs. Alors, on allait d'abord chez la concierge pour savoir à quel étage habitaient ces gens-là. Et quand on arrivait à demi-étage, il me faisait signe de le silence. Alors on montait sur la pointe des pieds, il mettait son oreille à la porte, ils sont là. Et alors il frappait, soit on nous ouvrait, soit on nous ouvrait pas. Il avait sur lui un trousseau de clés, et je sais pas comment il faisait, mais il arrivait toujours à ouvrir les portes. On tombait sur une famille juive. Jamais un juif seul, c'est avec lui, toujours une famille, la mère et des enfants. Quand une famille était dénoncée, c'était un coup sûr réel, ils étaient bien là. Je n'ai pas à connaissance qu'on ait fait, comme on dit, entre guillemets, chou blanc. Jamais. Chaque jour, Jacques tient dans son carnet le compte précis des opérations qu'il est chargé d'effectuer. On a été chargé d'arrêter Gunderman Paul, qui est numéro 22, et Moïse Oel, qui est sur le numéro 48. Ce qui était sur la liste de dénonciation, c'est vélo entreprise juive non déclarée. La liste 21, il y a Kripski qui est deuxième position, lui. Juif non déclaré. 7 avril, permanence à 14h30 rue des Saussets. Envoi au poste rue Cambacérès d'un juif de Point et Apollon et d'une juive. Le 9 avril, affaire Béard. Nous enfonçons la porte. Emmené au service et relâché rue des Martyrs. Le 13 avril, enfonçons porte, appartement vide. Pose des scellés.
totale pour ce seul service parisien. Les listes de juifs dénoncés transmises par la Gestapo provoqueront plus de 1500 arrestations et déportations. En 1942, à l'Est, la progression de l'armée allemande est stoppée par la résistance de l'armée rouge. La guerre en Russie nécessite toujours plus de soldats. Les usines allemandes commencent maintenant à manquer de bras. Le Troisième Reich, embarqué dans une guerre sans fin par la folie d'Adolf Hitler, doit impérativement trouver de la main-d'œuvre et la faire venir de force si nécessaire. En France, le nouveau chef du gouvernement, Pierre Laval, imposé par les Allemands à Pétain, est tout disposé à contribuer à l'effort de guerre nazie. Aux ordres de l'occupant, Laval invente un improbable marchandage, la relève. Si 3 ouvriers partent travailler en Allemagne, un prisonnier français sera libéré. Pour les actualités françaises, Pierre Laval met lui-même en scène un retour de prisonnier. Je viens au nom de la France et de son chef, le maréchal, accueillir les prisonniers rapatriés et remercier les ouvriers qui ont permis leur libération. Nous vous attendions depuis 2 ans et vous êtes parmi nous. Toute la France, par ma voix, vous accueille avec une joie grave et vous adresse son salut affectueux. Des milliers de Français partent travailler dans le Reich. Pour attirer les volontaires, les usines allemandes sont présentées comme des centres de loisirs. Voici un reportage sur la vie des jeunes travailleurs français en Allemagne. Des lavabos et des douches attendent les hommes à leur réveil et à leur retour du travail. Et voici le salon de coiffure. Alors, comment peut-il les couper? Comme tu voudras, mes parents, j'ai rencard ce soir. Ah, tu seras beau, hein, vieux frère. Comme des milliers de Français, Claude se laisse convaincre de souscrire un engagement pour l'Allemagne. Ce qu'il découvre ne correspond pas du tout aux images des actualités. On fabriquait les chars, on fabriquait les tigres et les panthères. Et on m'a mis aux joies à la soudure à l'arc. Moi qui n'avais jamais touché ce truc-là. On ne s'attendait pas du tout à ça. On ne nous demandait pas notre avis, hein. Il fallait apprendre tout seul. Je pense qu'il y a un certain nombre de patins, quand ils étaient montés sur les chars, qui n'ont pas dû tenir le coup. On avait des envies de, j'ose pas dire de sabotage, mais presque. Alors, on urinait dans les bacs à graisse des wagons, voilà. Histoire de voir les trucs se gripper. Après plusieurs mois d'usine, Claude s'enfuit. Vite rattrapé, il est envoyé dans un camp de travaux forcés. On n'était pas destiné à mourir. On était destiné à être des esclaves. J'ai pas été le seul à sortir le soir, à aller ramper vers la baraque des SS, en faisant bien attention à les fouiller dans les poubelles. Je me souviens avoir rongé des os de veau. Une fois sa peine purgée, l'insoumis remis au pas va basculer dans l'engrenage de la délation. Claude se lie à un militant collaborationniste fort en gueule. Francis Rutz, ancien boxeur, cadre du parti franciste, qui lui offre sa protection. En contrepartie, Claude accepte de faire du renseignement et dénonce d'abord un recruteur du maquis. Puis un autre homme, un certain Sutter, lié à la Gestapo, lui fait une proposition. Le Sutter me propose à ce moment-là un marché en me disant si tu veux des tickets de nourriture, de la cigarette davantage, il faudrait que tu me rendes un service. Bon, c'est là où il a expliqué qu'il fallait que j'aille à Saint-Polten pour voir un peu ce qui se passait. Puis il y en a qui ne bossent pas ou il y en a qui ne veulent pas s'évader ou quelque chose comme ça. L'enquête de police réalisée en 1945 révèle que Claude aurait dénoncé plusieurs jeunes Français à la Gestapo, notamment pour trafic de titres d'alimentation. J'ai la sensation de sauver ma peau. Il faut toujours être du côté du manche de la cognée. Vous voyez ce que je veux dire?
Et je pense que c'est instinctif. Chez l'être humain, à partir d'un certain moment qu'il a eu des problèmes, ces problèmes de camp, je pense que c'est instinctif. On cherche une protection. Dans le cas de Claude, la délation a pour mobile la nécessité de survivre dans un environnement hostile, dangereux, où seule la peur fait office de boussole. La relève de Laval a été un échec. L'Allemagne réclame encore plus de main-d'œuvre. En février 1943, Laval, sous la pression des autorités allemandes, instaure le SO, le service obligatoire du travail, qui en raison des railleries est rapidement renommé STO. Plus de 600 000 jeunes sont visés. Les Français sont indignés par cette déportation déguisée. Le journal clandestin Libération résume assez bien la réaction des tranches d'âge concernées. Ils seront 260 000 à choisir le maquis. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux maquis de la résistance. Après les résistants et les juifs, les réfractaires au STO constituent une nouvelle catégorie de clandestins. Contrairement à ce qui s'est passé avec les communistes ou les juifs, cette fois la délation ne sera pas spontanée. On ne souhaite pas de mal aux enfants du pays. Puisque la haine ordinaire ne suffit plus, on décide d'acheter la délation des Français. Et l'administration d'inventer un terrifiant système de primes. 500 francs par tête. 1000 francs bientôt grâce aux Allemands qui surenchérissent. Ainsi, un ouvrier agricole touche une petite fortune en dénonçant une vingtaine de réfractaires. La jalousie fait aussi son terrible office. On dénonce le fils du voisin parce que son propre enfant a dû lui partir en Allemagne. La chasse aux réfractaires permet également à de nombreux Français de régler leurs comptes. Telle jeune femme qui ne s'entend plus avec son mari affirme à la Gestapo qu'il est réfractaire au STO et résistant. L'homme est arrêté puis fusillé. La délatrice se trouve avoir un amant allemand. Plus le temps passe et plus la délation tue. Le pays bascule peu à peu dans la guerre civile. À Gruffy, en Haute-Savoie, un petit maquis de réfractaires au STO s'est formé. Quelques jeunes du pays. Ils sont ravitaillés par le boulanger du village, Henri-Joseph d'Albi. Mon père, c'était un ancien combattant. Je ne veux pas dire que c'est un héros, non. Mais il n'aimait pas les Allemands, c'est sûr. Et puis il n'aimait pas les collaborateurs, il n'aimait pas ces gens-là. À la fin de l'année 43, un corbeau installé dans le village dénonce le boulanger aux autorités occupantes. Les Allemands débarquent à Gruffy avec à leur tête Klaus Barbie, l'un des chefs de la police SS à Lyon. J'étais avec mon père au travail. Il y avait déjà une fournée au four, on allait en mettre une deuxième. Et voilà que les soldats allemands envahissent la maison d'un seul coup. En hurlant comme ils faisaient à l'époque, en hurlant, en criant maquis, terroriste, terroriste, maquis. C'est là qu'ils m'ont traité de terroriste juif. J'ai dit, moi je suis pas juif, je suis le fils du boulanger là. Je me défendais comme je pouvais. À 17 ans, vous faites pas des malins, hein. Ils ont arraché les boucles d'oreilles de ma mère. Ma mère, la poignée d'argent qu'elle avait dans son tablier, là, qu'elle tenait comme ça contre elle, ils lui ont pris. Et puis ils fouillaient toute la maison, tous les tiroirs, tout renversé au milieu de la chambre. Et puis ils emmènent mon père entre deux soldats, suivi du fameux Klaus Barbie qui l'escortait. Mon père, soldat d'à côté, l'a mitraillé à bout portant. Il est tombé là-bas.
devant moi. Quand il était par terre, le fameux Klaus Barbie, il a sorti son revolver, il a tiré une balle dans la tête. Et il était déjà par terre. Ça, j'ai vu comme je vois là, pareil. Klaus Barbie, il dit, bon, vous avez 5 minutes pour prendre ce que vous voulez prendre et on brûle la maison. On était 4 gamins dans le milieu de la cour, puis ma mère qui hurlait de chagrin. Ma soeur a pris mon père par les jambes, puis moi sous la tête, sur les épaules, pour essayer de le tirer de côté un peu, pour pas... Donc j'avais peur qu'il le jette dans le feu, dans la maison qui brûle. Klaus Barbie m'a relevé par l'épaule, en hurlant, « Je veux pas que vous le touchiez, vous le donnez à manger au maquis. » Alors comment voulez-vous qu'on oublie ça? Si vous voyez, j'ai 85 ans, il y a 68 ans que je vis avec ça dans la tête. Faut le faire, hein? Le délateur est un commerçant du village, chef de la section locale de la Légion française des combattants, la fameuse Légion des mouchards, le dernier carré des fidèles du maréchal. Bien qu'ancien combattant de 14-18, Joseph Delby avait refusé d'y adhérer. Mon père, il a été convoqué plusieurs fois par ce bonhomme pour aller au garde à vous à la mairie devant le drapeau. Il n'a jamais voulu y aller. Il a dit non, moi je ne me mélange pas avec des gens comme ça, j'y vais pas. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dans les petites communes? Mon père, il avait monté un commerce de boulangerie et puis d'alimentation en même temps. Et puis, brave monsieur, il faisait aussi de l'alimentation. Il y a aussi une jalousie de commerce qui s'est mélangée là-dedans, vous voyez. Vous voyez, tout ensemble. Ça a fait qu'ils ont trouvé la bonne occasion pour le faire supprimer, pour le débarrasser, c'est tout. Et cette occasion, c'était celle-là. Depuis le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942, les Allemands ont envahi la zone libre. De Dunkerque à Marseille, la France est entièrement occupée. Le régime de Vichy est pris au piège. Les Français ne croient plus en Pétain et sont de plus en plus nombreux à soutenir la résistance. Pour écraser cette rébellion en germe et mettre au pas la population, Pierre Laval crée la milice. Haï par la majorité des Français, l'État milicien réprime sans retenue. Afin d'obtenir des informations, il se contente cyniquement d'offrir de l'argent, toujours plus d'argent, n'abattant plus que les misérables et les fanatiques. Tout renseignement utile, promet-on, est désormais rémunéré 20 000 francs minimum. Le système de primes pour les dénonciations est généralisé. Les partis de la collaboration se transforment de la même manière en officines de délation. Ces partis n'attirent plus que les têtes brûlées, les têtes folles et les déclassées, mais aussi de très jeunes gens conditionnés par l'atmosphère fascisante régnant depuis 3 ans dans le pays. Robert a 20 ans. En 1943, il rejoint le PPF, le Parti populaire français de Jacques Doriot. Oui, je suis d'accord, on était des collaborateurs. Moi, j'y allais que le soir, après le boulot, parce que dans la journée, je travaillais. J'y allais que le soir, alors j'étais là en train d'écouter ce qu'il me disait. Ça m'avait séduit, quoi. Nous, ce qu'on voulait, c'était refaire un monde français plus juste. Du moins, c'est ce qu'on m'a expliqué à l'époque. Et que c'était pas impossible qu'on le fasse avec les Allemands. Et ils nous avaient donné une espèce d'uniforme d'un pantalon bleu, molletonné, et un blouson. Bon, moi, je savais que tous les voisins me faisaient la gueule, parce que j'étais au PPF. Ils n'osaient rien dire, parce que j'étais au PPF, et qu'ils craignaient je ne sais quoi, que je leur saute dessus ou quoi, ou que je les tue, qui était aberrant. À la Libération, l'enquête menée à l'encontre de Robert l'accuse d'avoir dénoncé à la direction de son usine 3 ouvriers qui seront déportés en Allemagne pour sabotage.
Il lui est également reproché d'avoir recherché, pour le compte du PPF, des réfractaires au STO. À 20 ans, on veut tout bouffer. On veut refaire le monde, c'est connu. C'est connu. Et moi, il n'y avait rien qui était à mon goût à ce temps-là. Le mieux, c'est d'oublier. C'est ce que j'ai fait, moi. Si Robert fait le choix du collaborationnisme, la plupart des jeunes de sa génération sont en 1943 opposés aux Allemands et à Vichy. À Paris, Jacques, l'inspecteur de police, est de plus en plus écœuré par la traque des Juifs. Il rejoint un réseau de résistance. C'est alors qu'il est associé à un nouvel inspecteur, Jean Redon. Pour la première arrestation qu'ils doivent effectuer tous les deux, en juillet 1943, Jacques décide de prévenir la victime. Il passe par la concierge dont il gagne la confiance. J'arrive chez la concierge, je lui dis « Il paraît que vous avez une youpine dans l'immeuble, vous voulez dire une juive ?» Alors je dis à la concierge « Oui, ben, je vois qu'on parle le même langage. Oui, c'est une petite juive, oui. Elle est gentille, oui, c'est une brave fille, elle travaille, etc. » Bon, ben, je connais pas mon nouveau chef, je connais pas ses opinions. Alors soyez gentils, dites-lui que lundi matin, elle ne soit pas chez elle et qu'elle ne revienne pas, car avec mon inspecteur, nous allons l'arrêter. Le lundi, Jacques se rend à l'adresse en compagnie de son coéquipier Jean Redon, procédé comme si de rien n'était à l'arrestation. On rentre, on fouille, on voit personne, on referme, on met les scellés, et nous la partie. Donc je laisse Redon sur le trottoir, et je viens voir la concierge, je dis « Ça s'est bien passé, oui, elle vous remercie, elle est bien cachée, mais est-ce que je peux vous poser une question, monsieur l'inspecteur ?» Je dis « Écoutez, madame le concierge, on a travaillé en confiance tous les deux, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. » Il dit « Vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas votre inspecteur, vous ne connaissiez pas ses opinions, or, à un quart d'heure près, vous vous rencontriez. » Et je suis sorti en disant à Redon, à un quart d'heure près, la concierge m'a dit qu'on se rencontrait pour prévenir la petite jeune fille. Alors là, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, on pleurait tous les deux. Il me dit, tu peux pas te figurer, moi qui ai 5 enfants, j'ai passé un week-end terrible, marché avec un jeune, est-ce qu'il était d'extrême droite, est-ce que... Oh ben, tu me soulages, etc. Et à partir de là, il a été décidé entre Redon et moi que nous préviendrions les Juifs dénoncés. À l'image de Jacques, les résistants ont conscience que la délation a fait trop de ravages, tué trop d'innocents. Ils réagissent. Dès 1943, des miliciens et des délateurs sont abattus. À la terreur répond la terreur. À la délation, la contre-délation. La résistance opte pour une stratégie d'intimidation et de peur. Il faut effrayer les délateurs. Comment? En les dénonçant. Dans les tracts et les journaux clandestins de la résistance, menaces de mort et listes noires sont fréquemment publiées. La maison Wallache, repère de germanophiles. Mazingue, de la maison Primagaz, place d'Armes à Roanne, auteur de nombreuses dénonciations. Nous signalons David, 90 rue de Magenta à Villeurbanne, ainsi que sa femme, qui sont tous deux des individus très dangereux. David appartient au parti d'Oriot et il est attaché au service de renseignement des PPF. Il a dénoncé de nombreuses personnes pour écoute de la radio anglaise. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Aujourd'hui, 929e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. À cette guerre sans merci contre les mochards et les collabos, la radio de Londres apporte sa voix et son prestige. Maurice Schumann, porte-parole du général de Gaulle, éditorialiste de l'émission Honneur et Patrie, n'hésite pas à dénoncer publiquement les policiers fanatiques passés au service des Allemands. Les enregistrements ont disparu, mais les scripts existent. Honneur et patrie. La police parisienne, où les patriotes sont nombreux, est déshonorée par un groupe d'individus passés au service de l'ennemi. En tête du groupe des traîtres figure le groupe des tortionnaires que nous clouons au pilori par ordre de mérite.
Enoch, commissaire de la brigade spéciale, au pilori. Bellard, inspecteur principal adjoint de la brigade spéciale, au pilori. Clévy, inspecteur principal de la brigade spéciale, au pilori. Schweblin, Guepert, Labaume, Tissot, Schneuberger, au pilori. Vos dossiers sont prêts, comme ceux de tous vos pareils. De vos crimes contre la patrie martyre, la patrie libérée vous demandera compte. Ces messages constituent de véritables appels au meurtre. L'un des policiers, ainsi cloué au pilori par Schumann, sera abattu par la résistance. Humoriste en chef sur les ondes de Radio Londres, Pierre Dac dénonce à sa manière les collabos. Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion, à de Brinon, d'Arnand, Doriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain. Y a-t-il des salauds parmi nous? Tous, tous, tous! Traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain. La verve de Pierre Dac pique au vif Philippe Henriot, le chroniqueur vedette de la radio de Vichy, secrétaire d'État à la propagande, qui dénonce les origines du chansonnier. Le 15 août 1893, naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Bertha. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Mais où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France? Pierre Dac lui répond quelques jours plus tard sur les ondes de la BBC, par une chronique intitulée « Bagatelle pour un tombeau ». Eh bien, monsieur Henriot, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure, faut pas vous conduise du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, on lit cette simple inscription. Mort pour la France, à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. La prédiction de Pierre Dac se réalisera. À la fin du mois de juin 1944, Henriot sera abattu par des résistants. Et à nouveau, des affiches appelant la population à dénoncer les coupables fleuriront sur les murs des grandes villes. Au printemps 44, le régime de Vichy n'est plus que l'ombre de lui-même. Le 28 avril, le maréchal Pétain se rend dans la capitale. Derniers adieux, dernier tour de piste d'un vieillard sénile. Le débarquement allié est une certitude. La question est de savoir quand. Nous sommes menacés encore d'une invasion de la France. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? C'est encore un sujet d'inquiétude et un point d'interrogation qu'on se pose. Combien de temps tout cela va-t-il durer? Enfin, il faut se ressaisir. Pour les miliciens de Vichy, pour les hommes de la Gestapo, cette atmosphère de fin de règne ne fait qu'exacerber les passions et les haines. L'Allemagne perdra peut-être la guerre, mais les Juifs n'en sortiront pas vivants. Tel est le mot d'ordre des nazis et de leurs complices français. Partout, les Juifs sont traqués et dénoncés.
la moindre erreur peut être fatale. Dans le village où elle se cache depuis plusieurs mois, Eva a fait la connaissance d'un groupe de jeunes de son âge. Les adolescents organisent une surprise party, malgré l'interdiction des balles. Alors moi j'ai entendu évidemment qu'il était question de se réunir avec des jeunes, avec de la musique, de danser, etc. Et je n'ai pas résisté. Un garçon est venu m'inviter à danser, j'ai fait une danse avec lui, et puis il a voulu absolument me faire la cour, ça me déplaisait souverainement. Et puis alors c'était le genre de très beau garçon tombeur comme ça, qui se disait... Et comme moi, j'avais pas du tout l'esprit à ce genre de... D'abord, je ne l'ai jamais eu, et puis ensuite, avec les événements que je traînais après moi, je pense que je l'ai probablement un peu vexé, un peu blessé. Et une amie de ce garçon est venue me voir en me disant « Écoute Eva, je te fais part du projet qu'on a tous ensemble. On veut aller voir à Paris une pièce de cinéma. » Et c'était pas la peine de m'en dire plus. Moi, du moment qu'il était question de Paris, j'ai dit, il faut que je fasse tout pour être avec eux. Vraiment, ça a été une tentation trop forte. Alors, le rendez-vous avait lieu à 4 heures au métro Wagram. Et j'arrive au métro Wagram, et bien, j'étais attendu. Deux garçons, de jeunes garçons, m'arrêtent, me demandent mes papiers. Je sors ma carte d'identité que j'avais fausse depuis longtemps. Et ils me disent mais c'est pas la peine de feindre, de raconter des histoires. On sait qui tu es, donc tu nous suis. On voit qu'ils sont au courant, ils me cueillent. C'est pour ça que, je veux dire, j'ai pensé longtemps à ce garçon. Lui voulait absolument que je vienne sur Paris pour me faire prendre. Et il savait très bien le rendez-vous, l'heure du rendez-vous, le lieu du rendez-vous. Vous ne pouvez pas se tromper. Eva est amenée au poste de police de la rue de l'Étoile, puis conduite à Drancy. Elle est déportée à Auschwitz, dans le convoi numéro 71, du 13 avril 1944. Un mois plus tard, Sarah et sa mère sont dénoncées. Des inspecteurs de la brigade des Juifs viennent les arrêter au domicile où toutes deux ont trouvé refuge depuis leur évasion du Veldiv. 12 jours seulement, avant le débarquement allié en Normandie. On a été arrêtés le 24 mai 1944, 7 h du matin, on frappe à la porte, deux grands jeunes gens en civil aussi qui arrivent là et qui nous disent bah, on vient vous arrêter. Alors ma mère, elle montre les papiers. Oui, on sait que c'était faux papiers. On a reçu une lettre de dénonciation. Vous avez été dénoncé. Ils nous ont emmenés donc à la préfecture de police et là on nous a montré la lettre de dénonciation. Elle était anonyme, elle disait j'admire donc votre organisation, je vous signale qu'à telle adresse, tel étage, se cachent 2 juifs russes. On a cru que c'était la concierge, mais c'était pas elle. En fait, ceux qui nous ont dénoncés, c'était nos voisins de chambre. Parce que ma mère, on parlait pas, on parlait presque pas, parce qu'elle avait ce fort accent yiddish en français, mais elle chantait très bien, elle n'a pas pu s'empêcher de chanter en yiddish et en russe. Et ils avaient mis 2 juifs russes. Et ces gens-là, ils nous saluaient poliment, hein, quand ils nous rencontraient sur le palier ou dans l'escalier, ils nous saluaient. Je pense qu'ils ne savaient pas vers quoi ils nous envoyaient. Le 30 mai 1944, Sarah est déportée avec sa mère dans le convoi numéro 75, à destination d'Auschwitz. Parmi les 15 000 juifs déportés en 1944, un quart sont arrêtés sur dénonciation individuelle.
Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Apparemment, tout le monde était content. Apparemment, autour de moi. Parce que tout le monde était content qu'il y ait le débarquement. Moi, personnellement, j'y croyais pas. Je me disais, ils n'arriveront jamais à débarquer. À vaincre toutes ces fortifications que les Allemands ont fait là. La nouvelle du débarquement se répand dans toute l'Europe, même à Auschwitz, où Sarah est internée. Le jour, on a entendu que les Alliés avaient débarqué en Normandie, et alors on s'est réjouis pour la France. Et là, ce soir-là, eh ben, tout doucement, on a chanté la Marseillaise. Pourtant, pour nous, il était trop tard. Bourlez-le, il y a de la fumée dans la croix gammée. À Paris, c'est bientôt le sauve-qui-peut pour les Allemands. Et Pierre Dac reprend de plus belle sur les ondes de la BBC. La fin des haricots, pour leur renouveau, bourlez-le, il y a de la fumée dans la croix gammée, et laisse-le, on se fait de plus en plus. Jacques se rend une dernière fois au service des affaires juives de la Gestapo, rue des Saussaies. Il y avait des valises, il y avait des caisses, et moi j'enjambais tout ça en exagérant le mouvement, en disant bah dites donc vous en avez des bagages, etc. Je faisais mon clown un peu. Et cet officier allemand me dit inspecteur Beugin, vous devez être content, hein, vos amis gaullistes arrivent. Je dis je vois pas mon oberlieutenant. Je vois pas ce qui vous autorise à dire que je suis gaulliste. Oui. Ben, écoutez, de toute façon, vous direz à vos compatriotes que si nous avons fonctionné pendant 4 ans ici, c'est grâce aux lettres de dénonciation. À partir du 19 août, Paris se soulève dans une atmosphère d'insurrection populaire. Pour les collabos, il est plus que jamais temps de se mettre à l'abri. À la libération de Paris, au PPF, on nous avait dit, vous savez, vous faites partie du PPF, les Allemands sont partis, il reste les autres, ça va être votre fête. On ne va pas rester là parce qu'ils vont nous sauter dessus, ils vont nous fusiller. Donc on est parti. Paris est libéré. Le 26 août, le général de Gaulle défile sur les Champs-Élysées. Pour quelques heures, la guerre civile... Vous avez entendu, général de Gaulle défile dans Paris. La libération de la RDC doit se faire afin que le peuple congolais de la RDC puisse défiler dans la capitale. Le Gabon doit se libérer, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Togo. Partout où il y a des dictateurs, il faut en découdre. Car ces dictateurs sont des petits préfets de la France, de l'Élysée. Ces dictateurs sont les ennemis du peuple africain. Car ces dictateurs sont noirs de peau, mais en réalité, ce sont des blancs. C'est des neveux d'Hitler. Ces dictateurs, ils exterminent le peuple africain exactement comme les Allemands ont tué les pauvres juifs pour rien. Il est temps que nous nous levons, peuple africain, que nous libérons l'Afrique, car c'est notre terre. La terre de nos ancêtres, il faut la sauver. La terre de nos ancêtres. J'appelle
le peuple africain de ce nom, d'ouvrir leur connaissance d'intelligence, d'ouvrir les yeux, de libérer l'Afrique. L'Afrique, c'est notre terre. L'Afrique, c'est notre terre. Le continent d'Afrique doit être libéré. Pensons à nos enfants. Pensons à nos petits-enfants. Voulez-vous que vos enfants soulèvent les cartons? Voulez-vous que vos enfants nettoient les ruelles de Paris et le reste des ruelles d'Europe ou des États-Unis? Voulez-vous que vos enfants fassent des ménages dans des bureaux des hommes blancs? C'est ce que vous voulez. Pendant que ce temps, notre Afrique est immensement riche. Réveillons-nous, peuple africain. Nous allons finir cette vidéo-là et après, je passerai sur autre chose. C'est l'heure de l'ouverture. L'heure de la réalité pour que le peuple africain comprenne. Derniers mois, les répressions, l'atmosphère de peur et de délation sont oubliées. En privé, Malraux demande au général « Qu'est-ce qui vous a frappé en retrouvant Paris, mon général ?» « Le mensonge », répond de Gaulle. Le mensonge. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur. Dans tous les villages libérés, la joie éclate. Partout, on danse. La France fête sa libération. Pendant 4 ans, depuis 2 ans, Jean Josion attend ce jour. Il part pour l'Allemagne comme correspondant de guerre du journal Franc-Tireur, avec l'espoir fou de retrouver Annette. Le 6 septembre 1944, en croisant une colonne allemande, son véhicule est mitraillé. Acte d'inconscience ou geste suicidaire. Le corps de Jean Josion n'a jamais été retrouvé. Un avis de recherche est publié par son journal. Seul témoignage de sa disparition. Si la France se réjouit, dans le même temps d'autres cérémonies macabres ont lieu. L'heure est à l'épuration, aux vengeances, à l'expiation. Donc si, le jour de la libération du département, des maquisards s'arrêtent devant la boulangerie des Dalby. Ils sont venus dans la cour, puis ils étaient déjà, comme on dit chez nous, un petit peu éméchés, puis ça faisait chaud au mois d'août, et puis ils venaient de libérer Annecy, ça a pas mal liquidé. Hein. Ils étaient joyeux un peu. Ils demandent à voir ma mère. Alors moi je dis, ben rentre, ils sont... Parce que là, je le tutoyais. Il dit, ben rentre, il est dans la cuisine avec ma soeur. Ils sont rentrés tous les 4. Moi je les suivi derrière. Ils sont assis, puisqu'on les connaissait bien. On dit, voilà, on sait que c'est ce bonhomme qui a vendu le maquis de Gruffy. On vient pour le liquider. Moi j'ai dit, laisse-les faire. J'ai dit à ma mère, laisse-les faire. Mais ma soeur avec ma mère ont dit non, parce que il faut bien réfléchir, ça va faire du bruit dans la région. Et on a besoin de travailler, il faut qu'on vive, on a besoin de travailler. Laisse-les pour ce qu'ils sont aussi malheureux que nous. Voilà ce que ma mère a dit. Mais moi j'insistais pour que ça se fasse. Moi j'avais 17 ans, ils n'étaient pas obligés de m'écouter. Mais ça aurait été que moi, j'aurais dit oui, allez-y vite, dépêchez-vous. Parfois, rien ne peut freiner la colère populaire et la soif de vengeance. Comme ce jour de juin 1945, dans le village de Cusset, où l'épuration prend la forme d'un lynchage public. Georges Gouverneur a dénoncé le maquis auquel il appartenait, puis il a rejoint la milice. Il est pendu par les pieds avec un autre collabo. Voilà. Ni les gendarmes présents. Et c'est comme ça. Tous collabos qui ont travaillé pour Hippolyte Kanambe, ils vont recevoir leur dû. Leur dû, ça sera dans la place de la guillotine, dans chaque boulevard de la RDC. Tous collabos qui ont travaillé pour aider Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur du nom du vrai président congolais de la RDC.
ils subiront. Exactement comme les collabos qui aident Ali Bongo au Gabon. Eux aussi, ils vont avoir leur compte dans chaque boulevard. Ainsi que les collabos au Cameroun, les collabos au Togo, tous auront leur compte. Parce que il est temps que nous fassions un excellent travail. Les collabos, il faut qu'ils payent. Et ils payeront. Ils payeront. Parce qu'il y a trop eu de bordel chez nous en Afrique. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ni le sous-préfet n'interviendront pour arrêter ce déchaînement de haine. Au total, environ 10 000 collaborateurs ont été abattus sommairement avant et après la libération. Parmi eux, de nombreux délateurs. On était content qu'il y ait des règlements de compte. Il y a peut-être eu des règlements de compte qui étaient un petit peu abusifs, c'est possible aussi, vous savez. C'est comme ça que ça se passe dans les guerres. Hein. Mais il y a certains règlements de compte qui étaient bien... Il fallait le faire. L'équipe paye des conneries qu'ils avaient fait quand même. J'ai eu peur. Je me suis dit, on va me dire, je suis une collabo. Et c'est pour ça que je ne parlais jamais. D'abord, mes belles-sœurs, elles ne savaient même pas que j'avais travaillé aux questions juives. Voyez-vous. Puisque pour moi, c'était une horreur. Après les exécutions sommaires, arrive l'heure des procès. En masse, les collaborateurs sont internés dans des camps de fortune, au Veldiv ou à Drancy, dans les lieux mêmes où les Juifs avaient été parqués. Pour la justice de la libération, la délation est considérée comme le crime le plus grave, après la participation armée aux entreprises de l'ennemi. Jusqu'au début des années 50, plusieurs milliers de personnes sont jugées pour faits de dénonciation. Les condamnations pleuvent. On est revenu, on nous a sauté dessus. Je ne me suis pas défendu. On m'a dit, monsieur, si vous êtes un tel, oui, 20 ans de travaux. Encore, je ne savais pas que c'était 20 ans de travaux. Vous êtes condamné, pas de problème. Parti. J'ai été condamné à la prison, mais j'ai fait 6 mois de prison, plus, je ne me rappelle plus combien de mois de prévention, c'est-à-dire, j'en sais rien, je ne peux pas savoir. Je ne tiens pas du tout à le savoir d'ailleurs. Et 2 ans d'indignité nationale. Mais alors là, si vous saviez ce que j'en avais à faire, oh là là là, qu'est-ce que ça pouvait bien faire. Pour avoir dénoncé Charles Veil, son rival politique, Maurice François Brageon est condamné à 5 ans de travaux forcés et à la dégradation nationale à vie. Juliette Goublet, l'avocate qui n'avait rien fait pour aider Annette Zellman, est condamnée à 5 ans de travaux forcés pour sa tentative de dénonciation à la Gestapo de la cousine du général de Gaulle. Madame Huot, la restauratrice. Vous avez vu? Donc au Congo, RDC, tout collabo, ils auront les mêmes comptes. Au Congo-Brazzaville, tout collabo, ils auront le même compte. Au Gabon, le même compte. Au Togo, le même compte. Au Cameroun, les mêmes comptes. Et en Côte d'Ivoire, pareil. Partout. Parce que les dictateurs sont des Allemands. Les dictateurs sont les ennemis du peuple africain. Ils n'aiment pas le peuple africain. Quand ils voient le peuple africain, pour eux, ce sont des animaux. Pour eux, ce sont des antilopes à abattre et des sangliers. Mais nous allons prouver à ces dictateurs-là que nous sommes une jeunesse dont nous allons jamais nous agenouiller ou baisser nos pantalons et nos shorts. Parce que ces dictateurs, la majorité sont des francs-maçons et des Illuminati. Vous avez entendu dans cette vidéo, il y avait des listes à l'époque, des Français qui donnaient des listes des francs-maçons et donnaient aux Allemands. Les francs-maçons sont nos ennemis. Dans toute l'Afrique, il y a turbulence à cause des francs-maçons.
Oui, les francs-maçons. Les francs-maçons de merde. Nous allons resuivre encore un peu cette vidéo. Après, je passerai sur autre chose.